que c'est quelque chose de planétaire et que cette civilisation-là, elle met en danger l'humanité tout entière. Et de ce point de vue, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant à un encadrement très strict de ce système. Mais je ne suis pas naïve et je sais très bien que la civilisation des machines, telle qu'elle a commencé déjà sa course folle à la fin du 19e siècle pour montrer l'ampleur du délire dans lequel elle est en train de nous plonger et de métamorphoser profondément les êtres humains, peut nous conduire au désastre et je pense même, en ce qui me concerne, à la destruction de l'humanité. Mais si c'est ce que souhaite, après tout, la planète, et en particulier de continuer à faire la politique de l'autruche en pensant que les Chinois le font, mais c'est pas bien parce qu'ils le font mal. Mais nous, heureusement, on est dans notre petite bulle des démocrates. Je pense qu'on se leurre largement. Ah non, je suis encore plus en désaccord avec vous que vous ne l'exprimez. C'est-à-dire que, je pense que, oui, je pense que pour nous, c'est absolument formidable. On a un accès à la culture comme on n'a jamais eu. On a un accès à la musique comme on n'a jamais eu. On a un accès à la mobilité comme on n'a jamais eu. On a un accès à la santé. Moi, je travaille beaucoup sur les questions de santé. Ces technologies-là apportent des réponses à des gens qui n'avaient pas de solution thérapeutique il y a encore 2 ou 3 ans. Oui, donc je pense que l'intelligence artificielle. Oui, ça c'est l'argument particulier, ça mérite d'être étudié sur la santé. Ouais. C'est toujours d'ailleurs l'argument massu, c'est de nous parler des progrès dans la médecine. L'espérance de vie a gagné 60 ans en un siècle. Mais croyez bien, il y a aussi de nouvelles maladies qui se sont développées et qui, elles, ne connaissent toujours pas de solution. Et notamment la résistance aux antibiotiques nous prépare de joyeuses heures. Et là-dessus, je crois que c'est là-dessus la civilisation des machines est en grande partie responsable. L'espérance de vie était... Oui, mais quand on sera éradiqué par une bactérie multirésistante, vous savez, vous avez l'air en pleine forme et sur ce plateau... plus pour très longtemps, figurez-vous. Mais je vous le garantis, vous n'allez pas mourir de ça. La biorésistance aux antibiotiques, vous verrez. Non, mais vous allez mourir très tard et pas de ça. Et en tout cas, je peux vous dire que si on avait eu ce débat il y a un siècle, de toute façon, il n'y aurait personne ici, parce que l'espérance de vie, elle était de 29 ans. Je ne veux pas faire de délice faciès, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait des personnes... Oui, à part vous, pardon. À part vous, il n'y a personne de moins de 29 ans sur ce plateau. Arnaud Benedetti. Moi, je pense qu'il faut retrouver une vision critique de la technique. Je suis assez d'accord avec ce que vous dites. C'est que finalement, il y a quelque chose qui manque beaucoup aujourd'hui pour comprendre et vraisemblablement apprivoiser et réguler la technique, c'est cette vision critique de la technique. C'est que l'irénisme qui consiste à dire que la technique c'est formidable, à mon avis, c'est un discours qui ne se suffit pas en soi. Et ce qui ne se suffit pas en soi, c'est de croire que parce que nous sommes dans des démocraties, que le système technicien n'est pas destructeur. Moi, j'invite tout le monde à relire un auteur qu'on ne lit plus du tout aujourd'hui, mais qui était absolument prophétique et qui a dit des choses extrêmement pertinentes et intelligentes sur la question du système technicien, c'est Jacques Ellul. Jacques Ellul disait une chose très juste, il disait le système technicien devient autonome. Il finit à un moment donné par réchapper aux hommes et c'est bien là qu'est le problème. Et il disait autre chose, il disait vous pouvez inventer tous les comités d'éthique de la Terre, ce qui est prévu, ce qui doit se faire, se fera. Et que les comités d'éthique sont bien plus des jardins d'acclimatation d'un certain nombre, disons, de conséquences non maîtrisées du progrès technologique que de véritables modes de régulation. Donc je suis d'accord avec vous, bien évidemment, la technique c'est Janus, il y a des apports incontestables, ça nous donne plus de mobilité, ça nous permet de mieux nous soigner, ça nous permet de mieux nous cultiver, tout ça est formidable. Mais derrière quand même, il faut toujours avoir en tête que la technique c'est quelque chose qui évolue de manière autonome et qu'il faut une régulation très forte et une volonté politique très forte pour maîtriser la technique. Et on voit bien que quand même la question des libertés publiques se pose. Parce que la question de la reconnaissance faciale, je veux dire, va finir par poser des problèmes dans nos sociétés, y compris dans nos sociétés démocratiques qui sont largement régulées par l'état de droit. Enfin, en tout cas, qu'ils pensent l'être. Les points de vue d'internautes avant de continuer ce débat passionnant. Nous avons posé la question sur Twitter, avez-vous peur de la reconnaissance faciale? Ben, pas trop. 59% des votants n'en a pas peur. On vous rappelle que ce n'est pas un sondage. Hein. Vous donnez votre avis en direct pendant l'émission. Vous livrez vos témoignages aussi. Philo nous dit, pas peur du tout, point d'exclamation, je n'ai rien à me reprocher. Et Babino nous dit, c'est comme l'article 3 de la loi anti-casseurs, vous savez, celle qui a été censurée par le Conseil constitutionnel. Le problème n'est pas l'outil, mais l'homme qui va s'en servir. Emmanuel Barbara, votre point de vue? Oui, enfin, c'est une question délicate parce qu'en gros, c'est liberté ou sécurité. Alors, on ne peut pas opter, même si autour de la table, j'imagine que personne n'a à se reprocher grand-chose, enfin, il faut le souhaiter, encore que si on regarde bien. On ne sait jamais. On ne sait jamais, on a tous un truc qui ne va pas. Donc, heureusement. Voilà, mais ce point, on ne peut pas opter collectivement comme un seul homme pour la sécurité. C'est-à-dire que les aspects que vous soulignez,
qui correspondent à la face lumineuse de cette technologie, enfin lumineuse au sens de une progression positive, etc. Avec ces technologies. Voilà, le problème c'est qu'on a un exemple in concreto, actuel, parfaitement, et puis rien qu'au début, puisqu'ils absorbent tout seuls, je crois, 45% des moyens de reconnaissance faciale pour le monde entier, qu'ils en sont au début, ils pensent non pas, mais ils veulent investir davantage encore. Pour l'instant, il y a 200 millions de caméras. C'est absolument magnifique. Et 2 milliards d'images qui sont deep learnées matin, midi et soir. Et ce faisant, ils ont déjà mis, paraît-il, dans certaines zones de Chine de l'Ouest, les populations ouïghours, dont on mesure la fréquentation comment dirais-je, les Ouïghours, c'est cette oui, voilà, c'est ça. Donc, qui se rendent, voilà. Donc, très bien. Donc ça, c'est absolument insupportable, absolument insupportable. Maintenant, ramener dans notre univers à nous, c'est vrai que c'est une question de droit, que la question des droits fondamentaux, on disait liberté publique dans le temps, mais finalement, maintenant, on dit droits fondamentaux, ça a l'air de poser davantage, mais dans le fond, c'est de ce dont on parle. Et c'est vrai qu'il y a une forme intéressante, presque paradoxale, de voir le surgissement de ces technologies, celles-ci et d'autres, de surveillance d'une manière ou d'une autre, ou qui pourraient servir à la surveillance et qui viennent franchement interagir ou atteindre notre vie privée, et notre vie privée, c'est-à-dire notre sphère dans laquelle nous avons le droit, et c'est reconnu par diverses chartes et constitutions et le droit européen, de nous mouvoir librement. Donc cette question-là, et comment est absolument essentielle à résoudre pour pouvoir concilier, dans le fond, la propagation positive de ce genre de technologie, mais dans une sphère où l'on ne soit pas contraint. Alors à ce stade et à cette minute, nous avons la RGPD, donc le règlement général de la protection des données, qui permet, s'agissant des données biométriques, de pouvoir exercer un droit d'opposition, c'est-à-dire de dire je ne veux pas qu'on utilise mes données. Alors j'ai l'impression, enfin c'est intéressant comme mesure, mais je ne sais pas à l'aune d'une application, j'allais dire, dans la sphère publique, à l'extérieur, dans la rue, dans les aéroports, etc., comment exercer vraiment ce droit. Je vois bien dans l'entreprise, mais dans cette forme-là, c'est un peu plus difficile à voir. Mais clairement, on aura probablement droit à un plus grand recours à ce genre de technologie, et deux, la réglementation sera exigée, y compris les Microsoft et Amazon demandent aux États de bien vouloir prévoir des réglementations qui permettent de maintenir transparence, impartialité, etc. Parce qu'en plus, il y a des biais, en plus de tout le reste, il y a des biais. Donc, disons qu'on est en cours, enfin, on tâtonne, on avance, donc on verra bien. Mais... Oui. On se dit qu'on est à peu près protégé parce que dans nos démocraties, c'est l'État qui a ses fichiers avec nos photos qu'on a données pour notre carte d'identité, mais Facebook, par exemple, a les photos de centaines de millions, voire de milliards de gens. Oui, alors les gens ne sont pas obligés de les donner non plus, si vous voulez. C'est-à-dire que, mais il se trouve que Facebook a 2,3 milliards d'utilisateurs dans le monde. Sa filiale Instagram, donc d'images, de photos, a, de mémoire, entre 1,4 et 1,5 milliard d'utilisateurs dans le monde. Ces gens-là, dont je fais partie d'ailleurs, on ne les force pas à donner leur image, si vous voulez. Et on y trouve forcément... Excusez-moi, les jeunes adolescents qui, effectivement, sont quand même un petit peu crédules, on ne les force pas à donner leur image. Il y a une pression sociale, on va dire. Il y a une pression qui est exercée sur eux. Ne me faites pas passer pour un naïf, que je ne suis en aucun cas. Ce que je veux dire, c'est que moi, je suis très sensible à ce que vous dites. D'ailleurs, la critique vient d'Heidegger, au fond, la vraie critique philosophique sur le monde de la technique. Et non, je vous dis ça parce que dans le livre qu'on a sorti avec Luc Ferry, on fait un sort à Ellul, notamment sur les questions de fin du travail et de revenu universel, qui nous semble quelque chose d'absolument dramatique, des idées absolument dramatiques pour notre société. Mais la question de la dépossession par la technique, évidemment, j'y suis extrêmement sensible, mais c'est pas en refusant la technique qu'on aura la moindre influence. Et d'ailleurs, je vais vous provoquer un peu, mais vous évoquez le RGPD, dont je sais bien, tout le monde en Europe s'enorgueillit. Je veux dire, ceux qui sont les principaux bénéficiaires du RGPD, ce n'est pas les consommateurs européens, ce sont les industriels chinois. Parce qu'eux, ils n'ont pas le RGPD. Et avec ce type de réglementation, nous délocalisons notre industrie numérique, robotique, intelligence artificielle aux Chinois et aux Américains. Et on devrait quand même réfléchir à ça, notamment les gens qui sont proches des idées souverainistes. Au fond, s'il y a un grand remplacement aujourd'hui, pour employer une expression qui fait scandale, mais ce grand remplacement, il est avant tout
technologique et économique. C'est le fait que dans ces technologies-là, l'Europe est en situation de sous-traitance. Et ça m'inquiète beaucoup. Je pense qu'on a répondu du coup à Philo qui nous disait « Que penser du règlement européen de 2016 sur la protection des données ?» Eh bien voilà, on vient d'en parler. Et Christian, la génération Facebook trouvera ça normal. Juste un point. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut bien distinguer la technique de la connaissance. Et le problème, c'est que quand vous regardez l'histoire des innovations et quand vous regardez l'histoire de la science, notamment, c'est que la technique, très souvent, va beaucoup plus vite que la science. C'est-à-dire qu'on produit des applications, on produit des innovations sans véritablement comprendre quelles sont finalement les conséquences que pourront avoir ces innovations sur les comportements, sur la santé, sur tout un ensemble de domaines avec lesquels nous devons compter. Donc c'est toute la difficulté à laquelle sont confrontés d'ailleurs aujourd'hui les politiques. Et l'un des sujets auxquels aussi sont confrontés les politiques, c'est que les questions technologiques, les questions d'innovation, les questions même scientifiques, qui n'étaient pas des questions politiques, ou en tout cas qui étaient des questions qui n'étaient pas traitées dans l'espace public, vont le devenir de plus en plus. Et je crois véritablement que ce phénomène de démocratisation des enjeux technologiques, des enjeux politiques de la technologie, va de plus en plus poser sur le débat public. On le voit d'ailleurs avec des questions sur les OGM, et c'est quelque chose d'assez positif de ce point de vue-là. Je terminerai sur Heidegger et sur Jacques Ellul. Je suis désolé parce que je suis un fervent défenseur d'Ellul. Bien évidemment, quel est l'auteur qui n'a pas commis d'erreur? Je pense qu'Ellul a quand même commis moins d'erreurs dans ses engagements politiques que Martin Heidegger. Ah oui, bah voilà, vous serez d'accord avec moi. Oui, d'un point de vue, le débat est haut de volée. Merci. On va passer à un autre sujet, mais qui là encore pose des problèmes éthiques. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, avait réuni ses homologues du G7. C'était vendredi dernier à Paris, et il a fait cette déclaration qui n'est pas du tout passée inaperçue. Pour lui, certaines ONG sont coupables de collusion, voire de complicité avec les passeurs de Méditerranée. En Méditerranée